faites bien de suivre les programmes de WattFM et Tree TV de façon simultanée. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Les tribunaux de l'actualité. Sur rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons par vous partager cette pensée qui était un extrait donc du discours prononcé par l'ancien président français François Hollande, prononcé à Crolles le 18 mars 2017, qui dit ceci: la démocratie est en danger quand les impulsions éclipsent la raison, quand l'invective masque les perspectives, quand le tweet remplace le texte. La démocratie est menacée quand l'exemplarité vient à manquer. Bonne méditation en cette journée du 7 janvier 2021 et bienvenue à cette troisième convocation du tribunal de l'actualité de la semaine. Nous sommes jeudi et c'est un plaisir que de vous retrouver. Mon nom est Loukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité, avec la complicité des juges au siège Bernard Bougma et Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission qui vous permet de nous suivre de façon optimale depuis en tout cas vos lieux de réception. Alors on dit bonjour également à vous qui nous suivez du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier que vous avez aussi la possibilité de nous écouter sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux à travers notre chaîne YouTube, également en direct sur la page Facebook de WattFM et également celle de Tree TV. Merci encore une fois. Alors ce matin on va une fois parler de l'actualité et on va s'intéresser à deux sujets majeurs. D'abord, la situation sociopolitique en terre d'Eburny, puisque, vous le savez, le 6 mars prochain, les Ivoiriens se rendront encore une fois aux urnes dans le cadre donc des élections législatives de 2021. Un scrutin donc qui, contrairement à la présidentielle l'an dernier, devra mobiliser l'ensemble de la classe politique ivoirienne, les partis d'opposition ayant aussi annoncé pour la plupart leur participation à ces joutes électorales suite au dialogue politique qui est récemment ouvert entre le pouvoir et l'opposition. Mais des sceptiques, il y en a. Ces derniers disent attention, ces élections législatives sont trop précipitées. Quelle appréciation peut-on en faire? Voici donc la première préoccupation de cette émission du jour. Et puis la journée d'hier, vous avez certainement suivi à travers les différentes plateformes donc, de nos médias, a été historique pour les États-Unis, mais pas pour de bonnes raisons, vous le savez. Elle devrait pourtant être à l'origine marquée par ce qui n'est habituellement qu'une simple formalité, à savoir la confirmation par le Congrès de la victoire du futur président américain élu en novembre dernier. Mais Donald Trump, arc-bouté donc sur la contestation de sa défaite face à Joe Biden, et les milliers de ses partisans venus à Washington pour le soutenir, ont fait dérailler, vous le savez, le processus. Des violences ont éclaté au sein même dans l'enseignement du Capitole, provoquant la mise sous couvre-feu de la capitale fédérale. Vous le savez, 4 personnes sont mortes, dont une manifestante blessée par la police à l'intérieur du bâtiment. Joe Biden lui parle d'une insurrection. Quelle appréciation peut-on en faire? Voici la deuxième préoccupation de l'émission du jour. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre encore une fois pour cette émission du jour, les tribunaux de l'actualité. L'actualité donc étant plurielle, on a la possibilité d'avoir un regard critique sur des sujets qui ne sont pas enrôlés. Les avant-propos donc, commençons par Bernard Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire, mais spécifiquement une personne, donc une personnalité qui est un maire, le maire de Tia-Salé. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est enrôlée, mais c'est pas évident que ce dont je vais parler puisse ressortir. Donc il s'agit de ce jeune maire-là, donc directeur de publication de l'éléphant déchaîné, donc un journal d'investigation qui avait fait 12 mois de séjour à la Maca, donc en prison, pour des manquements liés effectivement au traitement de l'information, et puis qui sort de prison et qui prend une autre, comme on appelle ça, un autre chemin dans sa vie. Donc il rentre en politique, mais s'enrôle comme indépendant. Donc, candidat au municipal, il est élu maire. D'abord, il a postulé pour les législatives. Il a été battu avec, je crois, un écart de 62 voix. En tout cas, c'est minime. Donc, il tente l'expérience de l'élection municipale. Il passe, il est maire. Et puis, il commence sa gestion avec un style de communication bien
bien orchestré. C'est lui qui a été à l'initiative de la suppression des frais COGES. Finalement, Alassane a pris le projet également en son compte, et donc pour l'étendre effectivement sur le territoire national. Et donc, monsieur dit, après réflexion, il va se présenter comme indépendant aux législatives, donc pour tenter également d'être député, mais avec dans sa besace beaucoup de propositions très pertinentes pour aller effectivement comme proposition de loi à l'Assemblée nationale, donc qui passe par que les véhicules de fonction de service soient abandonnés le week-end et aux heures non prévues, et qui prévoit un certain nombre de, comme on appelle ça, de réformes au fond par rapport au dispositif légal en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit c'est un monsieur qui est très bien suivi sur les réseaux sociaux, qui ne manque pas d'initiative et qui dit bon, le journal il a délégué à d'autres personnes, il séjourne dans sa mairie 5 jours sur 7, les 2 jours il dit qu'il consacre cela à sa famille, et comment on appelle ça, par rapport à son journal, c'est d'autres personnes qui s'occupent, il y va 1 à 2 fois dans le mois. Donc, qui s'est organisé et qui a mis ses capacités, son carnet d'adresse, son intelligence au service de la communauté. J'ai dit, c'est un exemple également. C'est vrai que c'est un confrère, là, il faut le dire, mais au-delà de tout cela, c'est qu'il y a un engagement d'un homme qui a pris un chemin. C'est vrai que parier sur un homme politique, sortir des bons points d'un homme politique, c'est prendre le risque à un moment donné d'être rattrapé pour qu'on vous dise vous avez dit ça sur de lui, mais déjà ce qu'il a fait comme illustration, c'est un parcours qui est bien, donc ça peut inspirer et c'est à encourager. Et bon, je pense également que l'Afrique et nos pays ont besoin également de ce genre d'initiative. Je dis bien, il ne s'est pas enrôlé dans un parti politique indépendant, il a fait bouger les lignes et il continue de faire bouger les lignes, et donc c'était là mon avant-propos. Le second avant-propos, c'est cette affaire de coalition des associations solidaires des commerçants et artisans qui plaident pour la nomination des ministres auprès du président de la République. Bon, la question qu'on se pose, c'est je n'arrive pas à comprendre, parce que si chaque comment on appelle ça, chaque acteur social doit revendiquer son ministre, je ne sais pas si nous allons nous en sortir. Si les transporteurs devraient choisir le leur, les femmes choisir une ministre qui va les représenter, les financiers, les corps militaires et paramilitaires, bon, je ne pense pas quand même qu'on va s'en sortir. La liberté de s'organiser est reconnue, la liberté d'association et d'expression est reconnue, mais bon, je pense qu'il y a des choses également qu'on devrait pouvoir laisser tomber. Si on doit penser État-nation, on doit penser à des fils et des filles qui doivent être appelés, je pense qu'on doit aller au-delà d'un certain nombre de clivages. J'entends certains qui disent il n'y a pas notre fils dans le gouvernement, notre région n'est pas représentée. Mais ce qui est curieux, il y a aussi des gens qui ont plaidé, ils ont mis un fils de la région et après on connaît le résultat. Eux, il n'a rien fait. On l'a même mis là-bas, il n'a rien fait, il est arrivé à ce niveau, il n'a engagé personne, il n'a rien fait pour le développement. Alors qu'un tel qui n'est pas des nôtres, c'est lui-même qui a envoyé un certain nombre d'infrastructures chez nous. Ça, c'est bon à entendre. Pas forcément votre fils qui peut faire développer la localité, pas forcément lui, mais un homme capable, un homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, je ne sais pas ce que M. Salifo a comme background au niveau du commerce à telle enseigne qui soit réclamé ainsi, mais je pense de mon point de vue c'est la liberté d'expression, mais on doit pouvoir aller au-delà de ces choses-là si on veut parler démocratie, parce que de mon point de vue ça vole pas haut. C'est mon avant-propos. D'accord, ça c'est votre égard sur donc ces deux actualités, soyez-en remerciés. Nous allons maintenant passer la parole au juge au siège Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la maladie à coronavirus encore une fois. Hier, il y a 2 jours, je parlais en tout cas de la recrudescence des cas. C'est pareil dans la plupart des pays subsahariens aujourd'hui. On a le cas sénégalais. Pour lequel Macky Sall, le président, a décidé de nouvelles restrictions, couvre-feu, ce qui est en train de faire des gauches chaudes dans son pays, parce que pour certains, bon, on n'en est même pas encore au stade de pouvoir prendre ce genre de mesures, pour d'autres, c'est même pas assez, il faut faire encore plus, donc c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et puis il y a la géométrie variable, où on est dans des zones où il y a des cas qui sont tout aussi importants, mais qui ne sont pas forcément concernés par les mêmes restrictions, et certains y voient la même mise le poids souvent
de leaders religieux qui contraignent quelquefois le pouvoir central à aller dans leur sens en termes de décision. Nous, au Burkina, on n'y est pas encore, mais je dis qu'il faut qu'on fasse attention. J'ai lu un article très intéressant dans le Faso.net avec celui qui gère donc le Chorus, je pense que c'est Dr Bikaba, qui donne les chiffres qui nous permettent aussi, à un moment donné, de se dire il faut qu'on commence à faire un peu attention. De mars, c'est-à-dire depuis le premier cas jusqu'à fin novembre, on était en gros 3010 cas. Rien que le mois de décembre, on a plus de 3700 cas. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est quand même beaucoup. Donc il faut faire vraiment attention. Et il y a un mot qu'il dit, et pour moi qui est important, et c'est sûr avec quoi je vais chuter, c'est que la meilleure façon de soutenir nos médecins, ce n'est pas les likes, les j'aime sur Facebook, vous dire bon c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, c'est respecter les mesures barrières. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous atteignez certains pics, vous n'avez pas d'autre solution lorsque vous êtes débordé que de restreindre certaines, moi j'appelle ça certaines libertés, et à la fin ça a des conséquences énormes. Je pense qu'on ne va pas y arriver là, mais et puis ce qui est quand même aussi intéressant, c'est le nombre de guérisons aussi. Quand on regarde, il y a beaucoup plus de guérisons ces derniers temps. Je pense que autant on a eu de novembre à de mai à novembre quelques 3010 cas, et en un seul mois plus de 3700, autant on a eu beaucoup de guérisons en un mois que depuis tous ces 200 et quelques jours de Covid avant. Donc il y a des espoirs, mais faisons attention. Et bizarrement, regardez le dernier point qui nous est fait, on a encore dépassé le cap des 200, mais on a 2 ou 3 décès. C'est-à-dire, il y a bizarrement les décès aussi c'est en train de monter, donc il faut faire vraiment attention, et je pense que ça sera le mot pour finir. D'accord, merci encore une fois à vous pour cette alerte partagée à cette émission, le tribunal de l'actualité concernant la situation du Covid-19 dans notre pays de Burkina Faso. Alors, merci à tous les deux d'ailleurs. Sans plus tarder, on va parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire avec cette question qui est partagée par bien d'observateurs. Les prochaines consultations ivoiriennes sont-elles précipitées? En tout cas, c'est une préoccupation partagée eu égard donc de la tornade de la présidentielle dans ce contexte où, vous le savez, la décrispation attendue dans le cadre du dialogue politique tarde à se concrétiser selon certains observateurs, parce que certaines personnalités étant toujours en exil, même si il y en a certaines qui ont recouvré la liberté. Alors pour certains, c'est vraiment précipité, c'est un danger, c'est un piège. Quel est le regard qu'on peut y porter donc à cette émission, le tribunal de l'actualité? Commençons par Geoffroy Vaha. Le 6 mars, c'est la date qui semble en tout cas trouver le consensus au sein de la classe politique ivoirienne. Pour vous, est-ce précipité ces législatives ivoiriennes? Bon, quand on dit précipité, c'est peut-être ne pas tenir compte de ce que ce ne soit pas une date qui soit actée depuis. Donc les acteurs le savent depuis. Maintenant, c'est qu'on est dans un contexte nouveau où d'une présidentielle boudée par la plupart des figures de l'opposition, on en arrive à des législatives un peu plus inclusives, et pour lesquelles ceux qui ont boudé hier un processus disent être prêts à continuer la course pour celui des législatives, avec je pense 225 députés dont les sièges doivent être renouvelés. Et on sent très clairement que pour cette opposition-là, sachant que le mandat de Alassane logiquement devrait être le dernier, l'autre façon de pouvoir peser, c'est d'exister à l'Assemblée nationale, et ça je pense qu'ils l'ont compris. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui disent est-ce que c'est pas précipité, c'est au regard du timing qui est le leur. On prend certains partis comme le FPI version Gore, Babourien, c'est-à-dire les fondamentalistes là, et eux, c'est maintenant qu'ils décident de rentrer dans ce jeu-là. Et après pratiquement 10 années sans avoir travaillé clairement sur leur base, sans avoir eu l'opportunité de jauger ce qu'ils valent encore. Et donc, pour eux, c'est clair qu'ils sont un peu
je dirais même pas pris de court, mais ils sont un peu courts eux-mêmes sur les dates qu'il y a. On est après février, c'est fini, on y est. C'est le 6, en moins de 2 mois, on est en début. Et il y a leur leader qui n'est pas encore entré, Laurent Gbagbo. Maintenant, vous comprenez qu'aujourd'hui, ils sont aussi dans les jeux de discussion pour voir comment est-ce qu'ils y vont en rang serré. D'abord, je prenais le cas FPI version légitimiste qui, elle, est en train d'arrondir les angles avec celle légale, donc branche Afin-Guessant, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aller aussi et grossir un peu les rangs. Parce qu'ils ont souffert pendant ces 10 années de turpitude interne et de dissension. Et non seulement cela, après avoir réglé ces clivages internes-là entre Front Populaire et Ivoirien, il y a l'obligation de pouvoir parler d'une même voix avec le PDCI et d'autres forces pour, disent-ils, trouver un candidat qui puisse être celui qui fait poids face au camp Alassane Ouattara pour ces législatives-là, parce qu'ils ne veulent pas aller en rang dispersé. Donc vous voyez que dans l'émiettement qu'il y a, avec juste quelques semaines pour des élections, ça devient vraiment court pour eux. Maintenant, le problème, c'est de savoir, quand vous dites, est-ce que c'est pas précipité? Le caractère précipité, c'est, je veux dire, c'est selon le camp dans lequel on est. On n'a pas réuni les conditions, notamment les questions de réconciliation nationale et tout. Non, si c'était cela, si on avait pu avoir une présidentielle dans un contexte, pourquoi on ne peut avoir les législatives dans le même contexte? Si on est capable de désigner un président, celui qui va décider de beaucoup de choses et qui va donner la direction pendant 5 ans, si ça, dans un contexte précis, on est capable de le désigner, pourquoi est-ce que pour une Assemblée nationale, on dirait que le contexte n'est plus favorable? À partir du moment où vous avez acté le processus pour la présidentielle, mais vous savez aussi, que vous êtes un peu, les conditions dans lesquelles la présidentielle a été tenue, parce qu'il y a des zones encore chrysogènes. Oui, il y a la question de la CEI, il y a un certain nombre d'éléments, des institutions qui pour eux ne transpirent pas vraiment la transparence et tout, et dont la représentativité de l'opposition n'est qu'un fait valoir. Ça, c'est une réalité. Et ça, ils l'ont décrié jusqu'à ce qu'ils boudent et qu'ils n'aillent pas aux élections présidentielles, et ils ont tiré les conclusions de ce que ça s'est fait sans eux, et puis le monsieur il est installé, ça va continuer. Et s'ils s'amusent, et je pense que c'est ce qu'ils ont compris, les législatives aussi ça va se faire sans eux, et puis les choses vont continuer. Quitte à accepter le moindre mal, qui est celui d'aller dans un processus qui n'est pas le plus confortable pour l'opposition, mais à glaner, c'est ce qu'ils pensent aussi aujourd'hui, à jouer à glaner le maximum pour ne pas qu'il y ait un Alassane qui soit dans un confort des plus aisés. Je crois que c'est un peu pour l'opposition aujourd'hui, l'opposition ivoirienne, le challenge. Ils ne sont pas peut-être satisfaits des conditions dans lesquelles ils y vont, mais ils se rendent compte que s'ils s'amusent, ils auront 5 années à avoir seulement que la rue comme possibilité d'expression. Parce que de contre-poids, de contre-pouvoir, ils ne pourront rien exercer parce qu'ils seraient absents dans les grandes institutions, notamment quand vous verrez la question de l'Assemblée nationale. C'est là-bas que les grands débats se font. Et c'est là-bas qu'on peut déranger peut-être Alassane dans ce qu'il voudrait avancer comme élément. Et puis c'est là-bas aussi qu'on peut peut-être avec le contrepoids et bloquer un certain nombre d'éléments, l'obliger à venir sur les tables de discussion et cela. Et je pense que l'opposition l'a compris aujourd'hui. Maintenant, n'oublions pas que je parle du KFPI, mais il y a un parti traditionnel aussi qui est le PDCI, qui, l'une des fois majeures aussi, aura à vraiment se frotter dans le sens plein du terme avec son allié d'il y a maintenant 10 années. C'est de ça qu'il s'agit. Que vaut aujourd'hui clairement le PDCI? Maintenant on est en Afrique et vous savez les votes sont souvent traditionnels. Il y a des gens quand vous leur demandez moi depuis je suis né là c'est ça là moi je vote tout. Donc c'est comme ça. Donc il y a des vieux partis qui comptent beaucoup sur cela et qui ont des bases anciennes sur lesquelles il faut travailler. Mais pendant ce temps-ci on a eu un RHDP, bon quoi qu'on dise c'est pas loin du RDR maintenant, mais qui n'a pas dormi, et c'est ce qui fait craindre aussi l'opposition aujourd'hui. Bernard, quand on considère cette véhémence avec laquelle l'opposition ivoirienne s'est liguée contre ce 3e mandat du président Ouattara,
comprenez-vous aujourd'hui qu'à seulement 2 mois, on commence à parler d'élections? C'est à croire que la question plus principale en Côte d'Ivoire, ce sont les élections. Est-ce que vous comprenez cette posture de l'opposition qui semble en tout cas adhérer à cette consultation-là? Oui, pour 2 raisons. La première raison, c'est que le RDR qui est au pouvoir aujourd'hui avait commis l'erreur historique en 1992 en refusant, après le décès d'Houphouët-Boigny, et puis quand Bédi est venu, le RDR a refusé de prendre part aux législatives de 2000. J'ai dit 98, on m'a trompé, de 2000. Et c'était une erreur historique, puisque après les municipales, le RDR a pris part aux municipales et a raflé beaucoup de sièges, y compris jusqu'à Gagnoua, le fief de Laurent Gbagbo, où le maire était RDR. Mais au niveau des législatives, au niveau de l'Assemblée nationale, rien. Donc, il y a beaucoup de partis qui ont vu qu'au niveau des élections des législatives, qu'ils ont beaucoup plus des élections de proximité, où ça vous permet d'avoir des cadres au niveau de l'Assemblée nationale pour maintenir les bases intactes. Si vous vous amusez à être absent, il peut avoir beaucoup de conséquences pour vous. Donc ça, c'est déjà la leçon de l'histoire. La présidentielle, c'est d'abord un homme avec ses ambitions et son histoire face à un peuple. Mais pour les législatives, il y a beaucoup plus d'enjeux. N'oublions pas également qu'il y a des municipales après à préparer. Donc je pense que c'est ce qui fait que il y a beaucoup plus d'engouement pour les législatives par rapport à la présidentielle. Donc leçon de l'histoire. Deuxième réalité, l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, l'actuelle, a été installée en janvier 2017. Janvier 2017, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, parce que les élections ont eu lieu en décembre 2016. Donc les élections en décembre 2016, si c'est 5 ans, le mandat prend fin en 2021. Et c'est intervenu après l'adoption du référendum de 2016. Et dans les dispositions transitoires de la Constitution ivoirienne, il est mis que exceptionnellement, cette Assemblée-là aura 4 ans et non 5 ans. Donc les élections vont se tenir de façon anticipée. Donc logiquement, le mandat même des députés a pris fin en décembre dernier. 4 ans exceptionnellement. Et donc, c'est-à-dire les délais constitutionnels en réalité sont échus au terme de ce qui avait été arrêté, donc par rapport aux dispositions transitoires de la Constitution de 2016. Donc il y a également cette réalité légale qui impose que pour le respect, il faut aller effectivement aux élections. Mais maintenant, compte tenu du fait qu'il y a une situation de crise et de conflit qui ne dit pas son nom et qu'il faut dialoguer, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'ensemble de la classe politique maintenant se parle pour que de façon consensuelle une date puisse trouver, ou bien il faut respecter les dispositions constitutionnelles et aller aux élections, comme la Centrafrique l'a voulu et la Cour constitutionnelle a dit non. Donc, et je pense également que pour cette raison, le Conseil constitutionnel ivoirien n'a pas été interrogé pour voir, compte tenu du fait que c'est une situation exceptionnelle voulue par la Constitution en ses dispositions transitoires. Et comme on veut aller de l'avant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un dialogue qui doit être amorcé. Je pense que cette initiative, elle n'a pas été prise. Peut-être que ce n'est pas tard parce que les discussions et les négociations continuent. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu un vrai débat au niveau de la classe politique. Je suis d'accord avec vous parce que Alassane est reconduit, il instruit son premier ministre qui commence au lendemain de son investiture. Les négociations, un ministre de la Réconciliation nationale est nommé, donc il y a un dialogue qui a commencé pour montrer leur disposition à l'ouverture. Le camp Gbagbo, donc pour la première fois, comme le rappelait Geoffroy, dit nous allons aller aux élections. Donc nous allons aller aux élections. Donc en acceptant d'aller aux élections dans ces conditions, l'ensemble de la classe politique ivoirienne également semble être d'accord avec les règles du jeu. Je me dis. Sinon, il y a des questions de fond. Et la première question de fond, elle est politique, c'est la réorganisation de la commission électorale indépendante. C'est pour garantir des législatives transparentes, crédibles, dont les résultats seront acceptés par tout le monde. Parce que peut-être que dans l'intervalle, cette question pourrait être justement résolue. Donc, comme les discussions se font de façon très discrète, et pas grand-chose ne fuite, l'on ne peut pas savoir ce que le pouvoir est en train de concéder au niveau de la CEI. Mais je me rappelle que pendant la campagne,
quand le débat a été posé, Alassane Ouattara a dit « Je donne la vice-présidence de la CEI au PDCI RDA ». Ça avait été dit en pleine campagne électorale et a accepté des réformes en son sein. C'est vrai qu'en son temps, c'était une fin de non-recevoir qui avait été donnée à Alassane. Aujourd'hui, avec l'inversion des rapports de force, si rapport de force il y en avait, parce que avec ce que l'opposition ivoirienne a démontré, on se rend compte que, bon, en fait, il n'y avait pas grand-chose en termes de rapport de force, quoi. Donc, c'est comme si c'était beaucoup de bruit pour arriver à là. Maintenant, j'ai dit comme la donne a changé et Alassane également qui montre des dispositions au dialogue, le camp Laurent Gbagbo qui est en train effectivement comment on appelle ça, de montrer des signaux d'apaisement et des dispositions à l'ouverture pour aller de l'avant par rapport à l'appel à la réconciliation nationale, et Laurent Gbagbo aussi qui veut rentrer et qui a lutté pour avoir ses passeports diplomatiques et ordinaires. Et c'est le chef de l'État qui le fait donner. Donc je pense également qu'il y a toutes ces réalités qu'il ne faut pas perdre de vue. Est-ce que cette classe politique ne veut pas aller de l'avant? Elle sait peut-être que c'est législative. L'opposition peut ne pas gagner grand-chose, mais la réalité aussi, on a une opposition qui a des cadres dans leur bastion qui peuvent toujours battre le RDR. Ça, il n'y a pas de... Il y a des bastions traditionnels où l'opposition va toujours remporter. Donc maintenant, aujourd'hui, en acceptant dans ces conditions d'aller aux élections, je me dis, c'est beaucoup plus le signal donné aux Ivoiriens par rapport à la réconciliation, par rapport à l'apaisement. Mais les questions de fond demeurent. Réélecture, donc réorganisation de la commission électorale, libération des détenus et retour des exilés. C'est ce qui fait partie de la plateforme comme on appelle ça, de l'opposition. Mais pour les législatives, qu'est-ce que l'opposition va concéder? C'est sûr que la CEI sera retouchée et ça ne va pas étonner que d'ici là, comme on appelle cela, Bédié, qui avait refusé la vice-présidence au PDCI, ne revienne pas prendre sa place et que les autres membres de l'opposition également qui ont démissionné de la CEI, y compris ceux qui sont proches de Laurent Gbagbo qui siégeait au niveau de la CEI, qui ont démissionné, rien n'est pour que ces commissaires ne vont pas reprendre également leur siège là-bas. Donc, comme c'est un calendrier qui est en train de se dérouler, nous sommes en mars et d'ici mars, beaucoup de choses effectivement. Nous sommes en janvier et beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense que les dépôts de candidature là, ça a été ouvert. C'est ça aussi. Le lundi 4, ça s'achève le 20. Donc on est déjà dedans. D'ailleurs, tous les deux, vous avez donné lecture et analyse. J'aimerais avoir un avis. Finalement, les Ivoiriens, sinon la classe politique ivoirienne, est-elle dans l'erreur commune ou bien les élections législatives peuvent être aussi un moyen aussi de crisper le climat social en Côte d'Ivoire? C'est un moyen de décrisper le climat social, déjà c'est clair, parce que à la façon dont tout le monde était arc-bouté sur ses positions pour la présidentielle, lorsque vous retrouvez d'autres consultations tout aussi majeures, pour lesquels tout le monde accepte d'y aller, ça veut dire déjà qu'on aura droit au jeu de débat. Ça permet de descendre un peu les tensions. Parce que vous avez toutes les offres qui sont sur la table et qui sont en train d'être défendues par les différents camps. Et quand c'est comme ça, c'est plutôt l'argumentaire qui commence à prendre le dessus sur l'argument de la force. Et ça, pour moi, c'est très important. Mais on sait aussi qu'en Afrique, les élections, c'est souvent l'occasion des violences sociales et tout. Oui, est-ce qu'il ne faut pas craindre cet aspect des choses? Oui, mais vous savez, pour moi, pendant la présidentielle, on était encore dans une situation un peu plus difficile en Côte d'Ivoire, où les mots d'ordre étaient très clairs. C'est ceux du boycott, de l'empêchement, de la tenue d'un vote. Aujourd'hui, c'est que les acteurs disent on va y aller. Je pense que là, on est dans un contexte qui est quand même un peu différent. Mais ce qui fait un peu mal, c'est que, à la vérité, il y a une opposition qui ne va pas avec les mêmes chances. Pas seulement parce que ça a été organisé par le pouvoir en place, mais parce qu'eux-mêmes aussi auront à payer pour leur choix. C'est vrai que quand vous prenez, il y avait une révision constitutionnelle de mars 2020 qui permettait que dans le cas de l'impossibilité de la tenue des élections législatives, que les députés qui sont élus, parce qu'en définitive c'est 4 ans avec la révision constitutionnelle qu'ils ont eue, au lieu de faire 5 ans, ils feront en gros 4 ans. Bien à la reprise tout à l'heure. Voilà. Et donc, mais il y a une révision de mars qui permet que si d'aventure
aventure, il y a une impossibilité de tenir ce vote-là, que ceux-là puissent continuer de siéger. Donc, il y a encore une porte ouverte. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans une situation non prévue par la loi. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont encore possibles, même si ça devient difficile parce que les candidatures ont commencé le 4 janvier. Mais pour revenir à l'argumentaire qui était le mien sur les chances des uns et des autres, vous savez, je me rappelle d'une vidéo que je regardais avec beaucoup de sourire sur YouTube, Ibrahim qui disait, mais vous, l'opposition, on ne vous comprend plus. Vous nous avez dit, on n'a qu'à boycotter. On a tous déchiré nos cartes d'électeurs devant vous ici. Vous voulez qu'on aille voter avec quoi? Vous comprenez un peu le piège. Pris dans un propre piège. Voilà. Donc, il y a une posture qui fait qu'il y a beaucoup, d'abord, qui n'étaient même pas allés se faire enrôler. Il y a d'autres qui se sont exclus eux-mêmes du processus avec certains actes posés. Maintenant, on va avec qui et comment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir même des partisans qui ne peuvent plus qui n'ont plus la capacité de faire le choix vous concernant. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Donc, ils auront à payer aussi les postures du passé parce qu'ils n'ont pas beaucoup calculé sur ce chapitre-là. Et parmi les sceptiques aussi, il y a le parti de Guillaume Soro, le GPS, donc, parce qu'à l'occasion de son message du Nouvel An, il a laissé en tout cas ses partisans dans une sorte de scepticisme, parce qu'on ne sait pas si véritablement il va prendre part à ces élections législatives ou pas. Est-ce que là, encore une fois, ça peut être une erreur politique de la part de Guillaume Soro? Non, la réalité c'est que il y a eu des erreurs de sortie de Guillaume Soro qui le rattrape aujourd'hui, qui fait que sa parole commence à peser moins lourd dans l'opinion dans l'opinion ivoirienne et au-delà. Donc quand vous dites d'écrire et de dire qu'il n'y aura pas élection, l'élection a eu lieu. Vous dites également qu'il n'y aura pas d'investiture, l'investiture a eu lieu. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Que les législatives n'auront pas lieu? Et comment est-ce que vous allez vous y prendre? Et aujourd'hui, qui sont ceux qui sont les porte-voix, les porte-flambeaux, les piliers de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Celui du Rassi a rallié, Soro, d'ailleurs c'est un Soro, il a rallié, et d'autres ont rallié le camp, effectivement, Alassane Ouattara. Donc, avec l'évolution, on se demande comment est-ce que maintenant il va procéder. Bon, voyez-vous, le vrai ou faux coup d'État qui a défrayé la chronique a fini également par réduire les ardeurs des uns et des autres. Avant cela, Ambak était sorti d'ailleurs pour dire donc, ils ont contacté des soldats. Il y en a qui ont pris l'argent mais qui sont venus nous dire bon, ils sont restés loyaux à la République, vis-à-vis de la République, ils vont pas. Donc, maintenant, Guillaume Soro, aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'il touche son public, alors que tout le public ivoirien, ceux qui votent ne sont même pas sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus pour une certaine classe donnée, mais aussi pour la communauté internationale. Donc, ce message, l'impact de ce message via les réseaux sociaux, pour toucher l'électeur qui est dans un village, c'est pas évident. Donc à un moment donné, qui va se dire, mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'on aille voter? Nous, on a refusé de voter, on s'est fait chasser, on s'est fait pourchasser, certains ont été blessés, d'autres sont morts, mais après, dans la foulée, on a vu Alassane et Bédier qui s'enlaçaient dans un hôtel et qui disent que bon, c'est fini, on va réduire les siens, on a libéré ceci, on a libéré cela, voilà. Jusqu'à présent, il y en a qui portent les séquelles de ces troubles. Mais quand les cadres du PDC RDA qui sont tombés malades, mais il y en a qui sont en train d'être soignés à l'intérieur, hors de la Côte d'Ivoire, mais aux frais de l'État ivoirien. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont laissé leur petit boulot, qui sont sortis manifester, qui vont se blesser, mais qui vont vivre avec les séquelles, peut-être qu'ils n'auront pas cette réparation. Mais c'est qu'en Côte d'Ivoire. Donc il y a également une réalité à avoir. Est-ce que les Ivoiriens vont passer également le temps à se pourchasser, à se lancer des invectives? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller de l'avant? Donc les opposants également, certains opposants qui croyaient également, qui comptaient sur Soro, à qui l'on disait qu'il a un réseau établi, il a des militaires à sa guise, il y a les anciens combattants qui sont avec lui, il y a certains comme-zones qui sont avec lui, il y a ceci ou cela, qui comptaient également sur Guillaume Soro pour établir le rapport de force, ont déchanté. À un moment donné, les vieux loups se sont rendus compte que ce n'est pas évident. Et donc, il n'a pas pu faire le poids. Est-ce que ça ne sort pas également qu'il faut être réaliste et se battre autrement?
face à la machine Alassane Ouattara. J'ai dit bien machine Alassane Ouattara. Donc je pense aussi que par rapport à ces législatives, est-ce que Guillaume Soro va prendre part et avec qui comme candidat? Lui-même, à distance. Je dis mais avec qui comme candidat sur place en Côte d'Ivoire? Il y a quand même quelques cadres au sein du GPS. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cadre au sein du GPS. Mais je crains que ce ne soit comme un parti à la Zida au Burkina ou à la Nafa de Djibril Bassolé. C'est-à-dire le baron, le leader n'est pas là ou n'est pas en capacité de pouvoir compétir et puis il ne donne pas les moyens aussi pour le faire. Parce qu'il y a aussi une affaire de moyens derrière. On pourrait en dire autant pour les FPI, dont le leader n'est pas là, mais quand même un parti qui fonctionne. Ah non, mais au niveau du FPI, ils ont même refusé de prendre part. C'est différent. Et le FPI de Laurent Gbagbo, c'est combien d'années d'existence? Et c'est combien de cadres qui ont été ministres, députés, directeurs généraux de sociétés, qui ont un trésor et qui peuvent, si les gars acceptent d'aller aux élections, qui peuvent battre, qui peuvent arracher, qui peuvent avoir des mairies, des conseillers régionaux et même des députés à l'Assemblée nationale. Dans le cas de Gore, il y en a. Parce que le FPI, c'est beaucoup d'années d'existence. C'est une expérience politique à toute épreuve. Et c'est des cadres qui sont suffisamment formés. Je ne peux pas dire autant du GPS. Et la preuve, même quand il y a eu des dissensions, l'aile Afi Nguessan, Afi a toujours pu se faire élire à l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, Gbagbo n'étant pas là, les Gore ont refusé de prendre part à la compétition. C'est différent d'aller et échouer. Alors qu'ici, là, il y en a qui sont allés, la NAFA est allée aux élections municipales et législatives. Cette année, aux législatives, la NAFA est allée. Même le président du parti a échoué. Et au niveau des législatives, le MPS est allé aux élections. Le président a échoué. Le président d'honneur, candidat qui n'a pas pu venir pour la campagne, refuse de reconnaître Roch-Marc Christian Kaboré comme président. Donc j'ai dit, les trois entités ont à peu près il y a des similitudes entre les trois. GPS, MPS, NAFA, c'est à peu près, le baron n'est pas là. Et il refuse parfois de délier le cordon de la bourse. Parce qu'après, il se demande pour quel intérêt. Parce que Soro n'a pas besoin de GPS pour être seulement député à l'Assemblée nationale. Hein. Il n'en a pas besoin seulement pour être président de l'Assemblée nationale. Il en a besoin pour être président de la République. Il n'a pas pu prendre part à la présidentielle. Le combat de Guillaume Soro est beaucoup plus orienté présidentiel que législatif. Et dans ces conditions, est-ce qu'il va rentrer, sachant également que dès qu'il rentre, comme il y a un 20 ans qui pèse sur sa tête, il doit aller d'abord dans les géoles, peut-être négocier pour sortir, prendre une bouffée d'air, c'est pas évident. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Donc je pense pas, c'est pas qu'il n'a pas de cadre, mais à même d'inverser, comment on appelle ça, un résultat sur le terrain, là il faut se recalculer. Voilà, oui, une bonne équation. Oui, tout à fait. Geoffroy, que vous inspire cette posture donc de Guillaume Soro? A-t-il intérêt à lâcher prise pour prendre part aux législatives avec son mouvement, le GPS, ou bien pour son avenir politique, faut-il qu'il reste l'aile dure de cette opposition ivoirienne? Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de législative, vient le moment où les partis dont à la réalité tout ne se résume qu'à une personne, de reste que l'ombre d'eux-mêmes. Sinon, pour les partis qui sont bien structurés, pour lesquels vous n'avez pas qu'un seul nom, lorsque vous avez une équipe, vous avez un bon maillage du territoire, ce que vous travaillez à faire, c'est réveiller vos cellules et puis activer les militants. Parce que vous aurez des candidats de poids dans les diverses zones, parce que là on parle d'élections qui concernent l'entièreté du territoire où vous aurez des répondants. Lorsque vous prenez le cas de Guillaume Soro, il n'y a que lui. Je ne sais pas si derrière vous avez des grands noms comme on l'a avec les autres partis politiques. Donc ça devient un peu difficile. Et puis, quoi qu'on dise aussi, à la vérité, Guillaume Soro sort d'un... il sort, comment dire... il sort derrière un mentor, et ça il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que ça sort d'un clivage qu'il y a eu avec son mentor. Il n'y a pas eu le temps de la construction. Et puis ce que Guillaume Soro a construit comme trajectoire pour lui, c'est pour un fauteuil présidentiel, pour ne pas répéter ce que Bernard disait tout à l'heure. Il s'est rêvé président. Il ne s'est pas rêvé président de parti.
avec les moyens d'un parti à accéder au pouvoir avec cet appareil-là, ce type d'appareil. Il espérait être celui qui allait être le porte-flambeau après que Alassane parte. Peut-être que c'est des choses qu'il a compris depuis longtemps et qui a concouru à ce qu'il ait rompu les rangs avec son mentor. Parce que la machine RHDP, il sait qu'il ne l'aura pas. Et cette guerre en interne, cette guerre de succession, il l'a menée, il l'a perdue et il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que la situation qui se passait en Côte d'Ivoire était beaucoup plus en sa faveur, parce que là, ce n'était pas une question de parti politique ou quoi. Il y avait une situation dans laquelle on se disait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas basculer? Et ça n'allait pas basculer par rapport comment dire cela, par rapport à la course à la présidentielle, dans les règles de là, avec parti politique, débat et tout. Ça allait basculer parce que la rue allait avoir le déçu. Et lorsque viendrait après le chamboulement, toutes les forces viennent et puis on essaie de se parler, et Guillaume Soro y compris. Pas parce qu'il pèse et qu'il a un parti politique derrière, mais parce qu'il est une figure qui incarne, qui compte dans le conflit. Mais maintenant, on n'est plus dans le conflit. Maintenant, tout cela est passé. Il y a un président qui est élu. Et on a des législatives. Soit vous venez en candidat indépendant, comme le font certains, parce que quand vous regardez dans les 255 députés qu'il y avait, qu'il y a aujourd'hui, pour ce qui est de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est pour le camp RHDP, c'était quoi, 167, si ma mémoire est bonne. Le reste, il y a beaucoup d'indépendants. Mais je pense que n'attendez pas Soro Kibafori venir là, parce que pour qu'il vienne même, il faut beaucoup de choses. Vous l'aurez compris. Mais quel répondant il a et quelle machine il a pour proposer des candidats, et puis où c'est toute la difficulté. Donc la réalité lui impose une autre stratégie. Est-ce qu'il est apte à entendre ce type de message, qu'il doit peut-être faire profil bas et reconsidérer ses positions? Je crois aussi que il fut un moment où les Ivoiriens se levaient et essayaient d'écouter qu'est-ce que Soro Kibafori disait depuis la France, parce que pour eux il avait une capacité de nuisance qui était quand même assez forte, qu'il fallait prendre en compte, parce qu'ils ne savaient pas quels étaient encore ces relais au sein même de l'armée ivoirienne, où il y a beaucoup d'anciens comme Zone et autres, des personnes avec lesquelles il a eu à travailler pendant longtemps et tout. Et venu ce qu'on a vu comme non survenu de tous les affres qu'il promettait, eh bien la parole n'est plus la même, et beaucoup d'Ivoiriens sont passés à autre chose. Et si aujourd'hui même ceux qui faisaient front avec lui, qui tiraient à boulet rouge tous sur Alassane Ouattara, disent qu'ils vont aller à un processus, ça veut dire que vous êtes à côté, et puis soit vous continuez de crier, mais vous êtes dans une bulle, on ne vous entend plus. C'est de ça qu'il s'agit, et lui il a beaucoup à régler maintenant. Et le concernant, il aura beaucoup de choses à régler le concernant, et qui l'écarte forcément de l'intérêt de la plupart des Ivoiriens aujourd'hui. D'accord. On aura certainement l'occasion donc de voir de très près en tout cas l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire pour justement y porter un jugement. Merci d'avoir déjà donné votre lecture. On va en moins de 15 minutes parler de la situation également aux États-Unis. Vous le savez, à 2 semaines donc de la prise de fonction de Joe Biden, Donald Trump a affirmé hier 6 janvier 2021 qu'il ne concéderait jamais la défaite. Il était donc devant, en tout cas un rassemblement devant ses partisans, où il a affirmé que nous avons remporté cette élection, nous l'avons remporté largement, contre toute évidence et en dépit de l'absence de preuves accréditant l'hypothèse de fraude massive. Et on a vu en tout cas les violences qui ont éclaté au niveau même du Capitole, au niveau de Washington, où on a eu mort d'hommes. On parle de 4 personnes tuées, dont une manifestante. Quel regard porter, puisque aussi le président élu parle d'insurrection honteuse de la part donc des partisans de Donald Trump. Quel est le regard qu'on peut y porter? Bougma, la démocratie donc américaine qui vacille par un homme. Qu'est-ce que cela vous inspire pour commencer? C'est dire que la qualité des organisations, la qualité des systèmes, la qualité de la démocratie, tout simplement, est fonction de la qualité des hommes et des femmes qui l'animent. Ce n'est pas plus que ça. Moi, j'arrive à cette conclusion.
Et c'est non. Donc je ne peux pas en dire autant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ajouter. Ah ouais. Parce que le système, la machine, elle est là, et puis bon, voilà. Alors qu'on a eu un précédent, Al Gore contre Bush. Al Gore avait des raisons de tenir comme Trump. Parce qu'après, manifestement, des révélations, Al Gore avait gagné. Les résultats ont mis du temps avant d'être sortis, mais Al Gore dit, bon, au nom de la grandeur de l'Amérique, donc de la beauté de la démocratie américaine, j'accepte que j'ai perdu. Et ça s'est arrêté là. En son temps, les vrais analystes ont lu déjà dans ce message quelque chose qui disait autrement. Mais après, les choses se sont révélées. Et dans le téléfilm, la série à succès Scandale reparle, si vous regardez, il y a des séquences de scandales où dans des localités, ils ont truqué les machines de vote pour pouvoir faire gagner le président. C'est à peu près, en fait, cette histoire-là qui est racontée à travers cette séquence de scandale. Donc, comme les machines destinées au vote ont été truquées, pour que quand vous votez pour M. Sanfo, ça comptabilise pour M. Vaha. Pour qu'à l'arrivée, ce soit... Dans tous les cas, voilà. Donc, mais ça n'a pas été fait comment on appelle ça, dans toutes les régions, puisqu'il fallait cibler une zone où on sait que, voilà, c'est juste pour ça, quelques points gagnés, puis bon, voilà. Donc, mais c'est l'histoire. J'ai dit, Al Gore, si Al Gore en son temps tenait ferme, alors que l'Amérique était également en lutte contre l'Irak, c'était pas évident. Mais bon, Al Gore a concédé et puis on est passé à autre chose. À partir de ce moment, j'ai commencé également à dire, bon, tout dépend de la qualité et de comment les uns et les autres prennent leur victoire ou leur échec. Il y a des moments, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut s'accrocher et pourquoi tout cela? Donc, nous étions, ouais, c'est l'Afrique qui a fait ceci, les démocraties africaines, les mêmes la venaient ici pour donner des conférences sur les enjeux de la démocratie, la nécessité de respecter les règles du jeu. Ce sont des leçons qui nous sont assénées chaque matin, et par leurs experts, par leurs patrons, et par leurs médias surtout. Pas de démocratie, la démocratie à l'africaine. Certains m'ont dit que c'est un luxe pour nous. Mais aujourd'hui, la réalité est implacable. Mais ce n'est pas que la démocratie américaine n'a pas une bonne machine. Ce n'est pas que l'État américain n'est pas partout. Ce n'est pas ce que je veux dire. Contrairement au nôtre. Donc, on a un État qui est bien là, avec une machine qui est là, mais aussi, tout cela, ça dépendra maintenant de la qualité des hommes qui vont l'animer. Et c'est ce que nous assistons. Vous avez tellement insisté sur la qualité des hommes, donc l'argument selon lequel les institutions fortes sont plus nécessaires que des hommes forts ne perdent plus ici. Non, les institutions sont fortes. Tout fonctionne. Aux États-Unis, mais les institutions n'ont pas été à mesure de protéger justement l'Amérique de telles dérives. Mais ce n'est pas que Biden ne va pas prendre le pouvoir. Biden d'ailleurs a dit l'Amérique a les moyens effectivement de faire respecter les dispositions légales. Et donc je ne sais pas d'où vient également cet entêtement bovin de M. Trump. Je n'arrive pas, je ne comprends pas d'où est-ce qu'il tire toute cette énergie pour s'accrocher, je dis bien, à un vide. Comment est-ce qu'il pourra tenir? Il va demander à l'armée américaine de tirer? Ça va m'étonner. Qu'il sache organiser avec des gens pour semer la pagaille. Ça, c'est possible. Mais la machine est intacte. Elle reste. Et pour elle, c'est la légalité. Une autre série. Quand Bauer est allé arrêter le président dans 24 heures chrono, le président voulait résister. Il dit, je suis le président des États-Unis. Il dit, pas maintenant. Quand il a dit pas maintenant, dans son regard, il a compris. Dans sa gestuelle, le président a compris que quand on vous dit pas maintenant, quand ce soldat-là est venu vous empoigner, puis vous dit pas maintenant, et puis vous enlève votre insigne de président, la seule chose qui vous reste, c'est bien vous comporter, sinon on va vous plaquer au sol. Et Trump, s'il veut être plaqué au sol, il n'a qu'à continuer. Parce que je ne crois pas que les soldats américains, qui sont beaucoup plus fidèles à la République, au drapeau, vont jouer. Voilà. Il y a un précaré de républicains irréductibles, oui, qui est là. Mais je ne pense pas que ça va pouvoir tenir. Mais je dis bien, cette affaire nous enseigne
que la qualité des institutions, la qualité des hommes, c'est lié à la qualité des hommes. Mais ce n'est pas pour autant que, comment on appelle ça, Trump pourra résister. Ça va être ce sont les derniers souffles qui sont rendus, quoi. Alors, je ferai une séance de confirmation de victoire par le Congrès donc américain, perturbé par des scènes de violence. C'est l'image insolite et inédite qui a été donnée de constater hier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, ce que cela m'inspire, c'est que la démocratie, c'est une quête perpétuelle. Maintenant, le problème, c'est que nous, avec le matraquage qui a été fait un peu sur nous, c'est qu'on nous a fait à la fin comprendre que eux, c'est des démocrates et que chez nous, ça doit être la quête perpétuelle. Maintenant que nous, c'est comme si c'est une destination. Donc, vous savez, tant que vous y allez, vous n'y êtes pas. Vous comprenez? Et ce qui se passe aux États-Unis nous montre que c'est une quête perpétuelle. Eux comme nous, allons vers cet idéal-là. Là-bas, lorsque ça arrive, on parle de certaines personnes qui portent atteinte à la démocratie parce qu'ils l'incarnent. Quand c'est chez nous, on n'est pas démocrate. C'est-à-dire nous tous là, on n'est pas démocrate. Aujourd'hui, c'est certains Américains qui portent atteinte à la démocratie américaine. Les scènes du Capitole, cette invasion, depuis l'incendie britannique de 1800, je n'avais jamais vu ça, ce type d'invasion-là. Et puis ce qui s'y est passé, avec la dame qui est décédée, on nous fait croire que les trois autres, c'est pas forcément lié, mais bon, c'est dans le même contexte. Je crois que quand vous regardez, photographie pour photographie, je pense que le Burkina a beaucoup de leçons à leur donner. On a eu nos élections, je pense, il y a eu combien de morts ici? On est dans un contexte qui était bien difficile. On a eu une opposition qui n'a pas reconnu à un moment donné la façon dont les choses se faisaient, parce que pour eux il y avait beaucoup de problèmes, mais qui au finish, pour la plupart sont allés féliciter le président élu. Presque tous, on dira même. Oui. Ils sont allés féliciter le président élu, et puis on est passé à autre chose. Trump, tenez-vous bien, mais là on est passé à un autre niveau. On est passé à un autre niveau. Ce monsieur, il termine comme il a commencé. Tenez-vous bien, un président américain qui, lorsque ces scènes arrivent, fait des shorts vidéos, est sur Twitter, avec un message un peu ambigu. Sans oublier que, quelques heures avant, il tenait un discours devant ses partisans où il disait qu'il n'allait pas abandonner, comme si la victoire continuait d'être volée. Et tenez-vous bien, la vidéo qu'il a postée sur Facebook, elle a été retirée par Facebook. Son compte a été bloqué pendant 24 heures par Facebook, parce qu'à un moment donné, ils avaient même peur que le président lance des messages qui puissent envenimer la situation. Son compte Twitter, ça a été fermé pendant 12 heures. Et il y a eu la menace de le suspendre, et c'est ce que WhatsApp a fait, de le suspendre de façon définitive, des menaces à l'endroit du président américain. Parce que le monsieur, quand on regarde, les gens ont même peur de ses réactions. Mais c'est ça. C'est ça le visage américain. Maintenant, c'est le président des États-Unis jusqu'au 20 janvier. Dans 2 semaines. C'est le symbole de l'Amérique. C'est le premier homme. Si ça ne nous donne pas l'enseignement que la démocratie est une quête perpétuelle, c'est que nous, on n'a rien compris. C'est qu'on est encore dans l'illusion théologique qui fait que ce dont on partage aujourd'hui, bon, j'ai dit la culture, parce que l'essence aussi c'est ça, parce que ce n'est pas seulement que des chocs, c'est un genre de domination, nous donne l'illusion théologique que eux ils sont devant et que nous tous on va vers quelque chose qu'ils incarnent. Il faudrait qu'on comprenne que eux ne les incarnent pas tant que cela. Il y a une destination à laquelle nous tous ne sommes pas, parce que la démocratie, dans son essence et dans son expression, c'est un idéal, c'est un genre de perfection qu'on n'atteindra pas, mais vers lequel chacun essaie d'y aller, mais et ça sera peut-être mon dernier mot, avec ses valeurs, et ça il ne faudrait pas l'oublier. Tant qu'on ne tropicalise pas les choses, tant qu'on ne les adapte pas à nos valeurs, on se perdra. Les États-Unis ont eu leur façon de construire leur démocratie et d'aller vers cet idéal. Nous devrons aussi avoir notre façon, avec nos valeurs, avec nos réalités, de construire notre démocratie et d'aller vers cet idéal. Et c'est comme ça qu'on se développe.
Moi, je me rappelle toujours de l'échange que j'ai eu ici avec l'ambassadeur de Chine, je pense l'un de ses représentants, lorsque il y avait l'an 1. Il nous disait, chargé d'affaires, oui. Voilà, il nous disait, ils ont tout tenté, mais ils ont trouvé ce qui est bon pour eux. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc, pour moi, chaque peuple doit avoir sa voix. Chaque peuple doit avoir sa voix. Il n'y a pas cette illusion théologique là qui fait qu'on est tous alignés comme ça pour aller vers un même point. D'accord. Et j'ai dit encore une fois, ce n'est pas un acte posé par le premier kidam américain, c'est le président des États-Unis jusqu'au 20 janvier prochain qui a été bloqué sur Twitter, qui a été bloqué sur Facebook parce qu'il était dangereux dans ses messages. S'il n'incarne pas ce que la démocratie est une quête perpétuelle, c'est que nous n'avons encore rien compris. Et justement, Bernard, est-ce qu'il faut aller jusqu'au terme donc de son mandat, parce qu'il y en a certains qui évoquent déjà le 25e amendement pour le destituer, invitant donc le vice-président à actionner cette disposition-là. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais le vice-président est un peu plus chose que Trump, c'est contrairement à ce qu'on pense. Peut-être qu'avec le recul, il va avoir une façon de faire. Sinon, le vice-président même est beaucoup plus chaud que Trump. Maintenant, bon, avec l'évolution, peut-être qu'il va reconsidérer ses positions avec une lueur de lucidité. Maintenant, j'ai dit bien, la démocratie américaine a des leviers qui puissent permettre que, effectivement, tout se passe selon les dispositions constitutionnelles. Donc, il y a des références, effectivement, qui sont invoquées, mais là, il faut que le vice-président accepte de le faire, alors qu'ils sont tous dans le même camp. D'accord. Nous suivrons la situation de près pour en apprécier à cette émission le tribunal de l'actualité, parce qu'avant d'entrer en studio, nous apprenons que la séance a repris au niveau donc du Capitole, du Congrès, pour la séance donc de validation, de confirmation de cette victoire de Joe Biden. Merci à tous les deux d'avoir donné votre lecture. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix.